Oui, alors, pourquoi d'abord l'idée de traiter cette question m'est venue? C'est tout simple, c'est que nous avons appris il y a quelques mois que M. Macron, du haut de sa stature de grand commandeur de la Légion de l'Olympe, donc Jupiter, avait décidé, considérant que les chômeurs étaient trop bien indemnisés et que c'était une incitation à la paresse et au non-travail, de diminuer, voilà, donc de faire passer l'allocation chômage de 990 € à 670 €. Alors, je précise qu'il disait par un souci d'égalité. C'est ce qu'il disait. Hein. Oui. Alors, on est bien d'accord. Il est vrai que... voilà. Non, c'est-à-dire que... La remarque est juste. C'est-à-dire que il faut savoir que sur les 2 900 000 officiels, je dis bien officiels, demandeurs d'emploi, il n'y en a que 40% qui sont indemnisés. Donc les autres ont zéro en termes de chômage. Ils peuvent tomber dans le RMI, RSA, mais en termes d'allocation chômage, ils n'ont rien. Donc, il pourrait y avoir, on pourrait considérer qu'il y a une inégalité, mais en fait, c'est lié à la manière dont on indemnise les demandeurs d'emploi. Alors, absolument. Oui. On y reviendra dans le fond du dossier. Mais j'essaye d'abord de traiter la question politique, de mettre l'enjeu politique. Et en fait, ce qui m'a percuté, c'est de me dire, mais pourquoi fait-il passer les indemnités de 990 € à 670 €? Parce que je me suis dit, à 990 € tu nages encore. Tu as de l'eau au menton, mais tu nages encore. Tu peux tenir, tu survis. Voilà, tu survis. Avec d'autres allocations à côté, hein. Ce qu'on ne dit pas, les APL et tout ça. Bon, mais tu survis. Mais à 660 €, tu survis pas, tu coules. Tu coules. Et en fait, et en plus, ça concerne à peu près 1 million de personnes, cette question. Donc, 1 million de personnes qui se retrouvent de 990 à 670 €, il y a beaucoup de personnes qui coulent. Pour un souci de vérité, mais par contre, ça a étalé plus longtemps dans le temps. Oui, d'accord. Oui. Non, c'est pour mais tu coules d'un coup, hein. Voilà, mais on coulera plus lentement. Non, tu coules d'un coup, pour le coup. Et donc, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qu'il recherche, Macron? Il recherche la confrontation. Et si tu veux, il ne faut pas écouter les sondages actuels qui sont du mensonge absolu. On l'a vu d'ailleurs pour les régionales, hein, où on nous promettait le Front National partout, et en fait, il était nulle part, hein, dans la réalité. Tant mieux. Tout à fait. Tant mieux. Bon. Voilà, les sondeurs nous ont plantés. Il faut être clair. Bon. Et c'est volontaire. C'est volontaire. Mais je considère qu'avec 66% d'abstention, tu n'es plus dans l'abstention, tu es dans le boycott. C'est-à-dire, ce que je disais la dernière fois, les faits m'ont donné raison. Les faits m'ont donné raison. Hein, et c'est une crise politique, c'est une crise politique majeure, qui repose toute la question de la démocratie, mais sur le fond. On peut plus, si tu veux, ils sont confrontés à ce problème qu'ils ne traitent pas. Macron a dégagé en touche. Bon, je ferme la parenthèse. Mais moi, si tu veux, l'idée que j'avais quand j'ai vu ça, c'est ce que cherche Macron, vu qu'il est minoritaire, c'est à tout prix un conflit social d'une telle importance que ça entraîne, si tu veux, une violence sociale apparente, qui permet de faire appel à l'article 16 de la Constitution, qui permet au président de prendre tous les pouvoirs. Et c'est dans le contexte, puisqu'on a déjà eu l'appel des généraux, les manifestations de policiers demandant à renverser les digues de la loi et de la Constitution. Donc tu vois, voilà le cadre, voilà l'arrière-plan. Bon. Alors après, il faut rentrer dans le dur. C'est-à-dire, c'est quoi le chômage? Le chômage, voilà, le chômage peut être défini comme l'état d'une personne souhaitant travailler et qui est à la recherche d'un emploi. On voit bien ici que la définition tourne autour de l'individu.
Cette définition du chômage connaît de nombreuses variantes et son concept donne toujours lieu à des controverses théoriques et statistiques. Mais dès lors qu'on dit ça dans la définition, ça prouve bien, comme je le fais depuis le début des émissions, en vous disant que les approches peuvent être différentes. On avait traité sciences économiques ou économie politique. Absolument. Et j'ai toujours prétendu cette double approche, c'est-à-dire il y a une lecture libérale des choses, et puis il peut y avoir une autre lecture que j'appelle marxiste au sens général, et où par exemple ici, Marx ne parle pas de chômeur individuel, parce que le chômeur individuel responsabilise l'individu, d'où la nécessité du contrôle et du contrôle tatillon, hein, et d'où le rôle de Pôle emploi. Bon. Mais on peut alors parler d'armée industrielle de réserve. Ça, c'est l'approche de Marx. Et cette approche en termes d'armée industrielle de réserve ne renvoie plus à la responsabilité individuelle de l'individu, economicus individus, mais bien à une responsabilité collective d'organisation de la société, le capitalisme en tant que tel, qui a besoin d'un certain volant de chômage en vue de permettre de continuer l'exploitation. Voilà les deux thèses opposées. Hein. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut encore rentrer dans les détails. Pour le Bureau international du travail, appelé BIT, un chômeur est une personne âgée de 15 ans ou plus, sans emploi durant une semaine donnée, disponible pour travailler dans les 2 semaines, qui a effectué au cours des 4 dernières semaines une démarche active de recherche d'emploi. Les démarches actives incluant étudier les annonces d'offres d'emploi, demander des relations, aller à Pôle emploi, etc. etc. Alors, une fois qu'on a dit ça, on observe sur les statistiques que le chômage varie entre 2 à 3 millions. Sur les statistiques officielles. Et lorsqu'on regarde le graphique, on observe une chose, et vous l'avez, je vais essayer de l'expliquer, c'est qu'en fait, le chômage monte entre 1975 et 1985, il passe de 500 000 à environ 2 500 000, voire 3 millions, mais après, il y a une forme de stabilité que j'appelle pour ma part droite matricielle du chômage, dans lequel il y a une oscillation entre des montées du chômage et des descentes du nombre de demandeurs d'emploi, autour d'un truc d'équilibre. Comment on peut expliquer cette montée du chômage à partir des années 75 ? Est-ce que c'est la désindustrialisation ? Est-ce que c'est le fait qu'on a délocalisé les emplois dans les pays à bas coût salarial ? Comment tu l'expliques, toi, avec un regard marxiste? Tu n'as pas qu'une seule raison, tu viens d'en citer 2 qui sont complémentaires. Bon. Il faudrait rajouter le fait que les entreprises se sont modernisées. C'est-à-dire que pour produire, admettons, 100 de richesse, auparavant tu avais besoin de 10 salariés, et bien maintenant tu n'en as plus besoin que de 5. Et donc tu as eu une augmentation de la productivité du travail. Chose qui n'est jamais rappelée sur les ondes classiques. C'est-à-dire nous sommes en fait de plus en plus productifs de richesse. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce n'est surtout pas la crise dite du pétrole. Hein, puisque la montée des cours du pétrole au début des années 70, c'est par la suite arrêté et le pétrole est redescendu à ses cours d'avant. Mais ça n'a pas entraîné par contre une diminution drastique du chômage et une envolée de l'emploi. Et un retour des conditions de la croissance. Donc à la fois modernisation des entreprises, délocalisation, augmentation de la productivité, sont à peu près les 3 facteurs essentiels, plus, j'en rajoute un, qui est la crise monétaire. C'est-à-dire qu'en 71, tu as eu la crise du système de Bretton Woods, j'en avais déjà parlé, et dans laquelle l'équilibre financier mondial a été rompu, et où les monnaies se sont mises à voler, et on est rentré, à partir de ces années-là, dans une logique qu'on peut dire de financiarisation de l'économie. C'est-à-dire où la logique spéculative l'a emporté sur la logique de création de richesse. Il est plus rentable de spéculer que d'investir en entreprise, parce que ça demande du temps long
avant le retour sur investissement. Et avec une prise de risque. Alors, vu ces pertes d'emploi relativement naturelles que tu as expliquées à l'instant, est-ce que c'est pas de là que vient l'idée forte de certains de faire du tertiaire l'expansion des services et du tertiaire de façon à compenser une industrialisation qui serait bien sûr naturellement ou pas faite? Non. Désolé. Recalé. Non, c'est pas ça. Recalé Non, au mais, bac. non, mais bien sûr, sûr. très intéressant. Mais c'est pourquoi non, mais c'est compréhensible qu'ils me disent ça. Bien sûr, voilà. Parce que c'est ce qu'on entend tous les jours à la télé et dans les médias. C'est ce qu'on Donc, nous dit. Et y compris. C'est pas que c'est une vérité, hein, bien c'est sûr. une question. C'est ce qu'on nous Alors, dit en tout cas. Il a parfaitement raison. Ce qu'on appelle la tertiarisation des activités, c'est du mensonge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des modifications dans les processus de qualification du travail. Mais là, c'est autre chose que le chômage. C'est comment, par les nouvelles technologies, tu en es venu à de moins en moins des ouvriers qui sont derrière des machines et de plus en plus l'utilisation de ce qu'on appelle des MOCN, c'est-à-dire des machines-outils à commande numérique, et dans lequel c'est l'informatique, la numérique, qui remplace la main de l'homme. Ce qui est le cas. Ce qui est le cas. On est bien d'accord. Deuxièmement, tu as eu, et ça c'est complètement pourri de raconter ça, ce qu'ils appellent la tertiarisation des activités, c'est qu'en fait souvent, en raison des logiques de profit, parce que tu fais plus de profit dans l'activité de service et de commerce que dans l'activité industrielle, tu sous-traites l'activité industrielle dans des PME, et tu fais en sorte que ce qui auparavant était des ouvriers deviennent des employés par sous-traitance. Un exemple précis. Dans les anciennes usines, quand tu avais des personnels d'entretien, et ça pouvait être les machines, parce qu'il faut les régler les machines, ou ça peut être aussi le nettoyage industriel du sol, des machines, etc. etc. Auparavant, c'était des ouvriers, des techniciens qui étaient intégrés à l'entreprise. Et donc, ils étaient catalogués, et dans la classification INSEE, hein, donc tout à fait normés. Ils étaient ouvriers ou techniciens, donc rangés dans la classe ouvrière, entre guillemets. Sauf qu'avec ces logiques de sous-traitance, délocalisation vis-à-vis des PME, qu'est-ce qui se passe? Dès lors que c'est sous-traité, ce n'est plus de l'activité industrielle. Ça devient une activité de service. C'est-à-dire par un simple truchement juridique, tu transformes ce qui auparavant était des techniciens et des ouvriers en employés. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, et on voit bien qu'aujourd'hui, un ensemble de politiques disent il faut réindustrialiser. Bon, je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais en fait, pour éviter justement alors, oui, je suis alors, maintenant, là, à mon avis, ils ont un travail de fou, quoi. Je suis d'accord avec toi. Alors, le problème que tu poses là, c'est que... mais si tu veux, on le traitera. Je propose qu'on traite la question du travail. Or là, si tu veux, on sort un peu du cadre, puisque je pense qu'il faut revenir à la question du chômage. Hein? Oh. Alors, pour aller vite, j'ai parlé de 2 millions à 2,9 millions. Mais en fait, il y a d'autres statistiques qui montrent que, au-delà des chômeurs classiques, donc des 2 à 2,9 millions, il y a ce qu'on appelle le halo du chômage et le sous-emploi, qui sont en fait des individus qui souhaiteraient travailler, mais qui ne trouvent pas d'emploi. Observons, parce qu'il va falloir que j'aille vite, observons la pourriture qu'on entend tous les jours des emplois non pourvus. Quand M. Macron a été se balader avant les régionales, dans les villages, pour raconter ici il y a des emplois de restauration, d'hôtellerie, traverser la rue, etc., il parlait de 50 000 emplois. Admettons que le chiffre soit vrai. Dans la réalité, il y a en fait entre 5 et 6 millions de chômeurs, en tout cas de demandeurs d'emploi. Imagine qu'on fasse venir les 5 ou 6 millions de demandeurs d'emploi dans le fameux village aux 50 000 emplois. Le ratio, il est de 5%. D'accord? Vous voyez la tromperie qui est faite? Et c'est comme ça qu'on culpabilise les individus. Deuxièmement,
Mais oui, mais c'est... Mais ils ont que ça pour s'en sortir. Ils ont que ça, le conflit. Je t'ai parlé du conflit parce qu'il cherche, Macron cherche le conflit pour prendre le pouvoir. Et il responsabilise et il détruise les individus par ce concept de chômeur et du chômeur volontaire qui veut vivre au crochet de la société. Alors que dans la réalité, c'est le capital qui vit au crochet de la société. Hein. Et on se rend compte, loin de la main invisible, parce que la main invisible dit grosso modo que, en fait, le chômage, c'est quelque chose qui est le résultat aléatoire. Si on regarde par âge, eh ben on se rend compte que les plus âgés, c'est-à-dire au-delà de 25 ans, la moyenne, c'est environ entre 6 et 7% de chômeurs. Mais les jeunes, c'est entre 15 à 25%. Et je ne te parle pas des quartiers d'urgence, voilà, des quartiers d'urgence où c'est à 40%. D'accord? C'est-à-dire des jeunes qui sont l'avenir de notre société, commencent d'abord par le chômage et la précarité. Et j'insiste, il y a une précarisation temporelle. Albert Einstein est celui qui, sur le plan physique, nous a appris la relativité du temps. Quand j'ai commencé à travailler, moi je suis fonctionnaire, mais le marché du travail de l'époque, début des années 80, 85% des offres d'emploi, c'était du CDI, contrat de travail à durée indéterminée. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais comment tu veux commencer la vie quand tu commences par la précarité? Est-ce que ça t'étonne après qu'aux élections régionales, 90% des jeunes de 18 à 24 ans se soient abstenus? En fait, ils ont boycotté l'élection. Ils ont boycotté parce qu'ils se sont rendus compte que quoi qu'ils votent, leurs conditions de vie réelles ne se modifiaient pas. Or, quel est l'objectif de la politique? C'est bien à un moment donné de se donner des outils qui permettent de modifier sa vie en l'améliorant, pas en la dégradant. Le dégoût est présent, mais il faudra aussi le combattre en 2022, camarades. Parce que sinon, c'est le pire qui nous attend. Or, il faut viser le meilleur. Ça, c'est important, ça, mais c'est grave en plus. Parce que dire qu'en fait, il n'y a pas d'offres politiques qui correspondent, c'est quand même grave. Parce que... Ah, tu parles d'offres, je ne suis pas d'accord avec toi. Pardon? Tu parles d'offres, je ne suis pas d'accord avec toi. Bon. Parce que, tu vois, en utilisant le mot offre... Non, mais je ne parle pas de ce qui existe. Oui. Pourquoi il n'y a pas un parti qui arrive à quand même capter ces gens? Si, il existe. Je ne sais pas. Bon, enfin, alors, mais tu as... Non, parce que c'est un... Comprends qu'entre le réel et la représentation qu'on a du réel, il y a les médias. Et je dis souvent, en une phrase, hein, je dis souvent les journalistes libres, des médias libres, du monde libre, soumis à 9 milliardaires. Ça te montre le niveau de la réalité du système d'information. Mais je veux continuer. Non seulement c'est 85% CDD, donc en précarité, mais de plus la durée des embauches, c'est moins d'un mois. Les moins d'un mois sont passés de 50% à 70% de 2000 à 2014. Donc on se rend compte que c'est non seulement de la précarité, mais de la précarité qui augmente de plus en plus. Les femmes, 70% des contrats d'intérim et du temps partiel sont occupés par des femmes. Comment veux-tu que après, et on avait dit qu'on traiterait la démographie, comment veux-tu que dans ces conditions, elles aient envie de pouvoir faire des enfants sachant leurs propres conditions de vie? On culpabilise les femmes qui ne s'occupent pas de leurs enfants, souvent divorcées, alors qu'elles sont en même temps à temps partiel et à temps décalé, car femmes de ménage, allant dans les immeubles du business, tôt le matin et tard l'après-midi quand les cadres ne sont plus là. C'est-à-dire on n'a plus une cohérence d'entreprise, on a des temps différés. Et c'est Einstein qui nous explique ça. La relativité du temps. Fabrice, je te propose qu'on fasse 2 émissions avec, parce que là tu vas être obligé de dérouler à toute vitesse et pour la compréhension, ça serait dommage pour les auditeurs. Ouais. Il a raison. Oui, parce que le sujet est très important. Et en soi, c'est même pas un regret, c'est que l'intensité est tellement présente et puis la palette est tellement large
souhaite Fabrice. Et dans tous les cas, on poursuivra si c'est nécessaire le 28 juillet. Attaque, évidemment. Alors, les chroniqueurs, de toute façon, le document sera sur le site Tout des le monde pourra le économistes. consulter, Hein. voilà, exactement. Mais vous avez des graphiques qui sont jamais mis en relation. Par exemple, on parle du taux de précarité. Mais l'évolution du taux de précarité est à mettre en articulation avec l'évolution du taux de pauvreté. Plus on est précaire, plus ça a des conséquences sur l'évolution du taux de pauvreté. Le taux de précarité, entre 1982 à 2017, passe de 5% à 14%. Et bien dans la même période et même au-delà, le taux de pauvreté en France passe de 13% en 2003 à 14,7% en 2018. Et encore heureusement qu'il y a l'impôt, parce que c'est par l'impôt qu'on arrive à diminuer de manière assez importante le taux de pauvreté. Si je te donnais le taux de pauvreté avant impôt, il est au-delà de 25%. Attention, C'est- je t'arrête un instant, mais la mesure de la pauvreté aussi n'est pas la même à une époque qu'à une autre époque, parce qu'on est bien d'accord. Ça, il faut le préciser. Alors, je suis entièrement d'accord. Mais si tu veux, là, je n'utilise, parce que sinon la démonstration est trop facile. Je ne vais pas utiliser des données qui sont à moi. J'utilise que les données que me donne le libéralisme. Et je n'ai pas besoin d'autre chose pour les mettre à poil. C'est-à-dire leur dire leur réalité. Parce que eux, ils ne sont que dans l'idéologie. D'où la culpabilisation individuelle des chômeurs, qui est permanente. Et c'est de la violence. Tu vois, hier, j'ai encore lu des documents. Je veux dénoncer ici ce que fait Macron. La première violence de Macron, c'est cette question. C'est la violence sociale. C'est la violence antisociale. Antisociale, tu perds ton sang-froid. Trust. Mais ces chansons, elles correspondent à la réalité. Quand on met des jeunes comme ça, en situation de précarité ou de non-emploi, c'est comme si on les assassinait. C'est du meurtre par préméditation. Et quand je dis ça, je raconte pas n'importe quoi, puisqu'il a été chiffré, des chiffres officiels. Par an, il meurt 14 000 personnes du chômage. D'accord? C'est pas rien. Tu parles de quoi? Suicide? Non. Paupérisation? Conséquences, Maladie? voilà, maladies qui surviennent. Anxiété, angoisse, qui entraînent... Absolument. Qui déclenchent des maladies et qui par la suite t'entraînent au décès. Et tu vois que absolument. Et le culpabiliser les chômeurs individuels, mais c'est être un assassin. Être un assassin. Être le commanditaire des assassins. T'imagines jusqu'où je vais et mes paroles, mais j'attends qu'on vienne me chercher. Parce que moi, j'ai les chiffres. Tu comprends? C'est ça le problème. Attendez que l'émission se termine d'abord. Alors, 7 mais on y reviendra. Hein. On y reviendra. Alors, je vais vous traiter quand même la question du coût. Parce qu'on nous dit en permanence que le chômeur, ça coûte cher. Alors là, ils sont très documentés, puisque l'assurance chômage, c'est donc 37,7 milliards d'euros. Ça, ce sont les données officielles. Mais ils ne font jamais un calcul que moi j'ai fait, parce que je suis un peu économiste quand même. J'ai regardé... Même bien. Merci. Donc, j'ai voulu regarder ce que ça coûtait le chômage pour la nation. Parce que là, on nous donne juste le coût de l'assurance chômage. Et je rappelle que ces 37,7 milliards, de toute façon, ne sont pas pris sur le budget de l'État. Ce sont les cotisations de ceux qui travaillent, rajoutées aux cotisations des employeurs, parce que c'est quand même eux qui sont responsables du chômage dans notre pays, parce que c'est eux qui licencient, ou qui ne recrutent pas assez. Bon. Donc, qui font ces 37,7 milliards. Mais il y a un autre coût qui n'est jamais calculé. Le coût de la nation du fait que 6 millions de chômeurs ne travaillent pas. Quand tu es au chômage, on va être d'accord, tu ne produis pas de richesse. Puisque tu consommes quand même. Tu consommes. Tu consommes avec le ruissellement
de ce qui te revient Voilà. en tant que pauvre. Mais il faut savoir que dans notre pays, chaque salarié produit en moyenne 84 000 euros de richesse par an. Toutes les personnes qui travaillent. Toutes les personnes qui travaillent, en moyenne, c'est 84 000 euros. Alors, tu vois, en plus, quand on te dit qu'on n'est pas compétitif, un salarié allemand, c'est 79 000 euros. 84 000 euros pour un travailleur français, 79 000 euros pour un travailleur allemand. D'accord? Tu multiplies 84 000 euros par le nombre de demandeurs d'emploi et tu tombes sur 366 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ces demandeurs d'emploi ne soient pas en activité coûte à la nation non pas 37 milliards des cotisations, mais au minimum 366 milliards d'euros de richesses non produites. À quoi il faudrait rajouter l'ensemble des cotisations sociales, par exemple pour les retraites, de ces 366 milliards, plus les impôts, plus la consommation. Donc on voit bien que dans la réalité, les responsables de cette situation de non-emploi, de privé d'emploi, comme dit la CGT, c'est le capital, mais ce n'est pas le chômeur pris individuellement. Il n'est pas responsable de cette situation de non-emploi. C'est le système lui-même. Et puis, je vais terminer parce que j'imagine qu'il n'y a plus grand-chose. Continue, tu peux Il n'y a plus de sous là. Le taux d'emploi vacant en France. Tout à l'heure, j'en ai parlé en parlant des fameux 50 000 emplois de l'hôtellerie, tourisme, restauration. Mais pour aller au-delà, nous avons une comparaison internationale qui nous permet ainsi de mesurer les différences entre pays. Où sont les emplois non pourvus? Et là, c'est le pourcentage des offres d'emploi toujours à pourvoir 60 jours après leur parution. Et bien, en tête, ce sont les États-Unis avec 25,84%. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'aux États-Unis, il y ait beaucoup d'aides pour accompagner les demandeurs d'emploi. Ça, on ne peut pas le dire, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est l'une des raisons qui fait qu'aux États-Unis, tu as l'un des taux de chômage officiels les plus bas. Je dis officiel parce que le taux de chômage réel n'est pas celui qui est annoncé. Il est beaucoup plus élevé, il est le double. Il est d'environ 20%, et non pas de 8-9%. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'accompagnement, comme il n'y a pas d'aide, comme il n'y a pas de pôle emploi, On est sorti des chiffres totalement. On disparaît. Absolument. On disparaît. tu disparais des écrans radars. Je suis bien d'accord avec toi. Et on te retrouve quand tu deviens délinquant, vendeur de shit, de drogue, etc. De trafic d'armes Mais et du coup, compagnie. tu redonnes de l'emploi puisqu'il faut ouvrir des prisons et payer des gardiens. Voilà, là, tu me provoques. Là. Il y a plus de 2 millions et quelques de gens qui sont emprisonnés aux États-Unis. il faut le Exact, rappeler. exact. C'est Mais énorme, c'est la énorme. France, c'est pas loin, hein, contrairement à ça. On Je crois que on c'est fera la 600 000 sécurité. 600 000 et quelques, je crois. Oui, on est au top niveau en Europe. Hein. Et on manque de prison. Et on, Place de prison. ouais. Enfin bon, Ça, c'est c'est- une autre histoire. on y reviendra parce que je souhaite traiter la question de la sécurité. Mais bien sûr. Donc le second pays après, c'est l'Allemagne. Ça, toujours pas la France, avec 20%. Pourtant, l'Allemagne est souvent donnée en exemple économique et de responsabilité, etc., etc. Le troisième, toujours pas la France. C'est le Canada, avec 18,7%. Canada, très connu pour ses positions communistes là aussi. Et enfin, seulement en dernier, la France, avec 16,07%. Donc on voit que tout le discours tenu sur la responsabilisation des chômeurs, sur le fait que s'ils n'ont pas d'emploi, c'est de leur faute. D'où la nécessité de leur baisser leurs allocations pour qu'ils soient incités non pas à vivre au crochet de la société, mais à vraiment travailler. Tu vois un peu? C'est en fait vivre avec un couteau sous la gorge. C'est ça la réalité. Et ça, c'est une violence absolue. Et peut-être qu'on va... Continue. Vas-y, tant qu'il n'y a pas de signal, tu peux y aller. Vas-y, profite. J'ai pas de signal. Alors, Voilà, voilà. 2 minutes. 2 minutes, on peut dire beaucoup de choses en 2 minutes. non,
Non, je préfère m'arrêter comme ça, puis on reviendra Oui, la oui. prochaine fois. Approfondir Si, dans quand la même, question. une toute petite conclusion. Ah, oui. On a vu, je vous ai montré au début qu'en fait, on pouvait attaquer la question du chômage de deux manières différentes sur le plan philosophique. Soit la responsabilisation individuelle, c'est le chômeur, soit l'armée industrielle de réserve, Ça, c'est Marx. c'est Marx. On voit bien avec tout ce que j'ai dit que le réel donne plus raison à une approche en termes d'armée industrielle de réserve qu'en termes de responsabilisation individuelle. Tu vois ce qui est important? C'est une variable, c'est une variable. Tout Alors, simplement. absolument, D'accord, c'est voilà. une... Alors, il faut bien comprendre que dans le capitalisme, pourquoi il y a du chômage, et c'est la théorie libérale, c'est que les salaires sont trop hauts. S'il y a du chômage, c'est parce que les salaires sont trop hauts. On baisse, Si on baisse les laissait- salaires, il y voilà. a plus de gens qui pourraient travailler. Absolument. C'est ce que dit le capitalisme. Le chômage n'existe que parce qu'il y a une contrainte salariale qui pèse sur les employeurs. Et si il y avait une liberté de fixation des salaires, qu'on supprime le SMIC, qui est la revendication du MEDEF, Tout le monde serait embauché. tout le monde serait À des embauché. prix dérisoires, mais ils sont embauchés. Voilà. Mais c'est ce qu'a fait l'Allemagne avec les contrats de travail à 30 heures et à 0 euros. Et c'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne. Et observe qu'aujourd'hui aux États-Unis, c'est tout l'inverse. Y compris Biden, dernièrement, qui n'est pas communiste, il a dit, mais si vous n'arrivez pas à recruter, c'est parce que vos salaires sont trop bas. Je Oui, bien sûr. n'imagine pas. Hein. Il l'a dit tel quel. Tel Le- quel. Enfin, moi je suis bien sûr bien moins fort, mais le déficit d'emploi dans la restauration et l'hôtellerie, c'est qu'en fait, depuis des années, les salaires sont tellement écrasés que les gens ne veulent plus travailler le samedi, le dimanche. C'est pas qu'ils veulent pas travailler, ils veulent travailler, mais à des conditions d'emploi différentes. Absolument. Aujourd'hui, Oui. beaucoup sont à revoir, beaucoup de méthodes sont à revoir. Voilà, et ils vont avoir du mal à trouver, à mon avis. Alors, tu as tout à fait raison. Oui, au le point point. que... Non, non, on est dans une... Excusez-moi si je suis... Ah, non, mais On est dans une discussion. On est dans c'est une- normal. j'accepte le débat. On ne doit pas Et- être d'accord dans une discussion. Voilà. Non, mais ce que tu dis est tout à fait juste. C'est-à-dire que dans la restauration, ils n'arrivent même plus à trouver. Et ceux qui étaient de qualité, qui venaient régulièrement, sont partis chercher d'autres emplois. Bien sûr. Et ils sont en panne dans la restauration et l'hôtellerie. C'est vrai, c'est vrai. Alors, peut-être dire que puisque je dois revenir le 28 juin, le 28 juillet, excusez-moi, j'ai besoin de vacances. Écoute, on continue aussi sur le chômage, mais ce que je propose aux auditrices et auditeurs, ainsi qu'aux animateurs, C'est de réécouter ce que tu viens de dire, par exemple sur YouTube. On va devoir couper parce qu'on a 3 minutes de... De retard. non, et de faire un melting pot, c'est-à-dire proposer aux auditeurs, s'ils ont des questions sur tout ce qui s'est passé depuis le début, de revenir dessus et qu'on traite l'actualité.